Monsieur le Président, les Congolaises et Congolais ont lu avec beaucoup d'attention votre interview dans les journaux comme Mwinda et Celle Piment, sans oublier votre déclaration de candidature à la présidentielle du 21 mars prochain. Les Congolaises et Congolais lisent aussi sur les réseaux sociaux un certain nombre de messages tels que « Demain nous appartient » ou « Le pouvoir est à nous ». Fin de citation. Alors, nous nous permettons de vous poser la question suivante. Votre décision pour la candidature à la présidentielle du 21 mars prochain est-elle sans appel? Bon, d'abord, je voudrais remercier les Congolais pour leur attention. Et aux ceux de cette nouvelle année, leur souhaiter les vœux les meilleurs de santé, de prospérité et surtout d'un avenir radieux. Alors, ma candidature est-elle sans appel? Vous savez, se présenter à une élection présidentielle, ce n'est pas un amusement. C'est le résultat d'une réflexion et aujourd'hui, la réflexion n'est pas personnelle, elle est collective. Si vous regardez l'état de notre pays est au bord du gouffre. Pour ne pas dire qu'il est dans le gouffre. C'est pour ça qu'il s'impose aujourd'hui à chacun de nous la responsabilité de sauver ce pays. Et c'est dans l'exercice de cette responsabilité que cette candidature a été proposée, parce que nous avons l'ambition et le devoir de sortir notre pays de ce trou. Donc elle est sans appel. Alors, Monsieur le Président, toujours dans votre interview, dans le journal Mwinda, vous avez déclaré qu'un parti ne pouvait pas gagner seul une élection au Congo. Qu'attendent alors l'UPRN, la RD, le collectif et vous-même pour lancer ce vibrant appel tant attendu par la base au rassemblement patriotique? Oui, bien sûr. On ne peut pas gagner seul. Parce que l'élection se gagne sur un rapport de force. Si le rapport de force n'est pas en votre faveur, vous avez beau sauter, vous ne gagnerez jamais une élection. Or, le rapport de force est déterminé par le peuple. C'est l'adhésion du peuple qui construit un rapport de force. Donc cet appel, en déclarant que nous sommes candidats, nous avons lancé cet appel aux Congolais de comprendre que, puisque nous pleurons tous les jours pour un changement dans ce pays, ce changement, nous voulons être les porteurs de ce changement-là, alors rassemblons-nous autour de cette candidature. Tant au niveau de la population qu'au niveau des acteurs politiques eux-mêmes. Mais vous savez, les acteurs politiques sont pluriels. Il y en a qui font la politique pour des raisons inavouées, d'autres qui font par devoir, et c'est dans ce sens-là que nous lançons l'appel sans trop rassembler pour rassembler, mais rassembler ceux qui sont véritablement engagés dans ce combat que nous engageons. Monsieur le Président, toujours lors de votre déclaration de candidature, vous avez déclaré rendre le Congo aux Congolaises et Congolais. Et dans l'état actuel de délabrement très avancé du Congo, comment entendez-vous impulser un nouveau souffle à la vie du pays? Très belle question. Rendre le Congo aux Congolaises et aux Congolais. Mais tout pays, toute nation appartient à son peuple. Et appartient comment? Ce n'est pas le fait de prononcer. Il faut que le peuple bénéficie réellement des richesses de ce pays-là. Or aujourd'hui, vous voyez, le peuple souffre, mais pourtant il y a une richesse qui est produite dans ce pays. Où va cette richesse? Nous n'avons plus d'hôpitaux. Quand les gens rentrent dans les hôpitaux de Brazzaville pour mourir, nous avons l'habitude d'appeler l'hôpital général par exemple de Brazzaville, le CHU, un mouroir. On y rentre, on ne sait pas comment on en sort. Nous n'avons plus d'écoles. On n'a plus d'écoles. Les écoles ne sont plus que de nom. Nous n'avons plus rien au niveau social. Même l'activité culturelle, rien. Même votre métier de journaliste, il n'y a plus rien. Or, il faut remettre tout cela en ordre pour que les Congolais soient d'abord les premiers bénéficiaires. Lorsqu'ils seront les premiers bénéficiaires de la richesse du pays, en ce moment, le Congo sera véritablement
aux Congolais et aux Congolaises. C'est notre devoir de le faire parce que le pays est pourri. Notre objectif, c'est de ressortir le pays, le booster, et en ce moment-là, les Congolais bénéficieront. Il n'y aura plus tant de chômeurs. Et regardez, dans notre pays, la jeunesse a un taux de chômage qui avoisine les 70%. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire de ces jeunes-là? Les vieux passent, mais les jeunes, ils arrivent. Quand ils arrivent, ils sont sur le marché en tant que chômeurs. Ils ne travaillent pas, ils ne se nourrissent pas. Comment voulez-vous que ces gens-là considèrent que nous sommes des Congolais? Alors pour qu'ils se considèrent, il faut qu'ils bénéficient des bienfaits de la politique de l'autre pays. Monsieur le Président, restez donc dans ces secteurs. Parlons de l'enseignement. Malgré les institutions et autres, bien entendu, centres de formation des enseignants, bien sûr, l'on constate toujours une carence criarde des enseignants dans les établissements. Que ferez-vous dans ce secteur si vous êtes élu? Mais aujourd'hui, il n'y a pas une politique de l'enseignement. Je vous prends un exemple. L'autre jour, j'ai regardé la télévision. On a montré descendre à Mayamaya plus de 200 jeunes médecins formés à Cuba. Vous trouvez que c'est responsable, ça? Vous avez formé 200 jeunes médecins. Ils vont travailler où? Depuis qu'ils sont rentrés, il y a un seul qui travaille. Ils vont aller travailler où? Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de structure d'accueil. Et même si on leur dit vous êtes au CHU, quelle est la structure? Dans quel service ils vont aller travailler? Il n'y a strictement rien. Donc, le problème, c'est d'avoir une véritable politique de l'enseignement, mais en relation directe avec l'emploi et l'activité. On ne peut pas définir une politique en l'air comme ça, il faut le faire. Vous voyez, moi j'ai souvent dit aux jeunes, quand moi je suis rentré au lycée technique d'État de Brazzaville, lorsqu'en première on passait ce qu'on appelait le brevet d'études professionnelles, quand nous avons passé ce brevet-là, je vous avoue, le jour où on a proclamé, il y avait déjà les voitures à côté, à la porte du lycée technique. Monsieur, vous voulez travailler chez nous? Vous voulez travailler? Alors moi, j'avais bénéficié d'un stage à la BNDC. Je vais travailler à la BNDC, l'ancien directeur du général de l'époque, M. Batanga, paix à son âme. Quand j'ai fini de faire le stage, il m'appelle dans son billet, dit, jeune homme, mais vraiment, est-ce que tu n'as pas envie de travailler? Nous, on te donne un salaire de temps commence. Et je lui ai dit, ah, monsieur le directeur général, ça m'aurait bien plu, mais mon père ne veut pas. Mon père m'a dit, il faut aller là où le blanc dit l'école est finie. Voilà pourquoi je ne peux pas travailler. Mais ça a été comme ça. Mais aujourd'hui, celui qui va à l'école, papa lui-même est découragé, ouais, il va aller travailler où? Nulle part. C'est ça. Donc il faut revoir en profondeur le système d'enseignement, l'adapter aux besoins réels du Congo. Mais ces besoins réels, ce n'est pas seulement le pétrole, il faut développer le pays. Nous sommes un pays très riche, parmi les plus riches en dispositions naturelles. Nous sommes très riches en minerais liquides, en minéraux solides. Il y a le fer, il y a le diamant, il y a tout dans notre pays. Y compris même le cobalt, les matières premières stratégiques. Mais notre sol, l'agriculture, nous pouvons devenir un exportateur net. Regardez, cette année, d'après mes calculs, en 2021, le Congo devrait atteindre une population avoisinant les 6 millions d'habitants. Mais dites-moi, la Suisse, hein, comme disait un des grands de ce pays-là qui disait, ils verront le Congo comme la Suisse. Mais la Suisse a 6 millions d'habitants, ce n'est pas plus que le Congo. Alors comment vivre? C'est un pays asiatique, la Corée, tout ça. Mais il n'y a pas plus d'habitants que le Congo. Mais parce que le modèle économique n'est pas adapté. Il faut adapter un modèle économique qui fait du Congo un pays réellement producteur et qui doit exporter pour gagner l'argent. On n'exporte pas parce qu'on a envie d'exporter, c'est pour gagner l'argent. Et cet argent nous permet d'investir et de commander les biens d'équipement. Et former les Congolais à produire eux-mêmes ce qui leur manque. C'est ça la réalité dans notre pays. Regardez ces pays-là. Mais je sais que dans une zone comme celle de Bunzi, on produit du riz. Le Congo pourrait être même autosuffisant en matière en riz si on avait développé la production de riz dans le secteur de Bunzi. Partout, on peut faire comme ça dans notre pays, l'agriculture. Mais quand nous accédons à l'indépendance, le Congo était un pays producteur de cacao, au même titre niveau que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao du monde, mais le Congo n'en produit plus. Sauf quelques paysans qui s'activent dans la Sangha, mais pour vendre au Cameroun. Au niveau du Congo, plus rien. Plus rien. Alors, le Congo était un grand pays producteur d'huile de palme. Vous avez oublié les stations de broyage des noix de palme
dans certains de nos villages, avec la compagnie qu'on appelle la SFHBC. On a produit dans le département. Maintenant, on n'en produit plus. Même le Congolais, pour avoir, c'est devenu un problème. Pourquoi? Nous avons été un grand pays producteur de café. J'ai visité une grande station de broyage de café à Sibiti, à l'époque. Mais aujourd'hui, allez à Sibiti, vous allez voir, c'est devenu un éléphant blanc. Tout, il n'y a plus rien du tout. Pourquoi est-ce que nous ne produisons pas? Si on produit, mais nous sommes 6 millions. L'argent qu'on va accumuler, je vous assure que nous serions le pays le plus liquide de la zone CEMAC. Aujourd'hui, nous sommes le pays le plus illiquide de la zone CEMAC parce qu'on n'a plus de réserve de change internationale. Donc voilà ce qu'il faut faire pour revenir le pays. Et dans l'immédiat, ce que nous voulons, un pays ne fonctionne que lorsque l'État est liquide. L'État a les moyens. L'État est liquide, intervient, secoue ici, les structures, mais allez au trésor. Lorsque vous trouvez 1 milliard au trésor, il ne fait pas plus de 48 heures. Il disparaît. Et le trésor reste comme ça. Alors qu'on devait avoir beaucoup d'argent placé. Il y a même des comptes de placement qui profitaient à la Banque centrale. Mais nous, on n'a rien. Donc le pays est devenu illiquide. Personne ne peut s'expliquer ça. Monsieur le Président, vous avez parlé de la santé. Ce secteur qui reste toujours une épine pour les pouvoirs publics. Quel sera votre plan stratégique au niveau de ce secteur? Bon, mon plan stratégique, c'est de développer effectivement la santé. Mais à partir des maladies les plus courantes dans notre pays. Vous savez, ce pays-là, les gens continuent à mourir du palu. Les gens meurent de palu encore dans notre pays. Dans ce pays, l'hypertension est devenue une maladie générale. Pourquoi? Mais à cause du stress. À cause du stress, à cause du prix. C'est ça. Il faut structurer la santé de sorte que le Congo... Vous savez, dans le temps, Brazzaville recevait les malades qui venaient de la sous-région. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on en reçoit? Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que les plateaux techniques ne répondent pas. Les plateaux techniques ne répondent pas. Envoyez quelqu'un à l'hôpital, vous regretterez de le voir comme ça. Vous voyez, le 4 mars, j'ai fait un tour au CHU. Je viens trouver une femme, le ventre ballonné comme ça, avec reçu des trucs. Dès qu'elle m'a vu, ah, papa Mathias, vraiment, papa Mathias, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Et moi qui vous parle, un jour, ma fille développe un palu, fait une diarrhée, j'arrive au CHU, il n'y a pas de thermomètre. Pas de thermomètre. Un CHU. Alors j'ai été obligé d'acheter un carton de thermomètre, j'ai fait un don au CHU, je suis sûr que ça n'a même pas fait une semaine. Parce que ça disparaît, parce que c'est mal organisé. Alors donc il faut un système de santé très dynamique qui fait en sorte que dans chaque département du Congo, il doit y avoir des structures d'accueil, des structures de soins pour rétablir la santé des Congolais. Et que Brazzaville ne perde pas du temps, de l'argent à rapatrier les gens. Quelqu'un souffre de fièvre ici, il a mal à la cheville, on l'envoie à Paris. Pourquoi faire? Parce qu'ici on ne peut pas soigner. Mais alors, ceux qui ont l'argent, ils vont. Mais alors, ceux qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est très grave, chers amis. Donc, le système de santé est à revoir complètement en accord avec la formation. Alors, Monsieur le Président, il y a une couche de la population qui, aujourd'hui, frise vraiment des problèmes très difficiles. Ce sont les retraités. Les retraités sont donc, comme on dit, maltraités. Et cette couche reste un gros problème pour le pays. Que réserverez-vous sur cette couche de la population? Mais les retraités, ça ne pose aucun problème si on amène des réformes. Dès que l'État devient liquide. Le problème de la retraite, ce n'est pas de payer d'un côté les retraités et de l'autre les autres. Non. Faisons comme tous les pays. À la fin du mois, quand on paye les salaires, on doit payer en même temps les pensions des retraités. Moi, mon problème, c'est d'arriver à cela. D'arriver à payer tout le monde en même temps et de valoriser les pensions. Vous voyez, l'autre jour, j'ai demandé à la CNCS, je dis, mais pourquoi vous ne payez pas les pensions mensuellement? Ah, mais monsieur le ministre, vous savez, il y a des pensions de 50 000 francs. 50 000 francs, si vous payez mensuellement, il faut diviser par 3, le gars va gagner combien? Donc il y a un problème de valorisation des pensions. C'est un problème à traiter parce que ça y va de la vie des gens. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a contribué au fonctionnement de ce pays,
et qui souffre parce qu'il est devenu retraité. Et souvent, ce sont des pères, des mères. Il faut regarder ça. Et notre politique, c'est d'arriver à faire en sorte que, quand on paye les salaires, que tout le monde soit payé. Vous vous rendez compte du rôle économique des paiements? C'est ce qu'on appelle les paiements courants. Lorsque vous payez et les salariés et les retraités, mais vous encouragez la consommation. La consommation de quoi? Des biens produits par les Congolais. Et si vous consommez, alors la production démarre. C'est ce qu'on appelle l'interrelation entre les différents secteurs économiques. C'est ça qui pousse l'économie et accroît le taux de croissance de chaque pays. C'est très important, mais les gens ne comprennent pas cette incidence-là. On dit seulement, non, mais on ne voit pas l'incidence dans le développement du pays. C'est ça très important. Qu'en pensez-vous des secteurs tels que le pétrole, les impôts et la douane qui aujourd'hui présentent une gestion opaque, sans oublier l'utilisation des recettes du bois congolais? Mais pouvoir, c'est normal. Les services, c'est le pouvoir qui est, le gouvernement qui est responsable. Le gouvernement est responsable de ça. Pourquoi? Allez-y à la douane, c'est une catastrophe. D'abord, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est très important. Sans considération aucune de son origine ethnique, départementale ou régionale. Il ne faut pas ça. Nous avons les compétences qu'il faut. Mettez les compétences en jeu. Je vous assure, avec des réformes nécessaires, et ça marchera. Le pétrole, c'est simple. Nous avons créé une société nationale du pétrole, la SNPC. L'idée est venue de moi. Pourquoi? Parce que les gens avec qui nous sommes en pourparlers, on se partage du pétrole, qui vendent pour nous. Nous n'avons aucune maîtrise de l'acheteur, aucune maîtrise du prix. Et ensuite, comment ils nous payaient? Comme la redevance, tous les 20 du mois. Mais du 1er au 20 du mois, qu'est-ce que l'État fait? Il n'y avait aucune flexibilité dans la gestion de la trésorerie de l'État. Voilà la raison pour laquelle je me suis dit non, ce n'est pas possible. Il faut créer une société à nous qui va vendre notre part et l'argent rentre au trésor. Nous avons la flexibilité de travailler comme nous voulons. Mais pour ça, il faut former des cadres. On n'improvise pas des cadres comme ça. J'ai donc proposé qu'on crée une société qui vendrait notre part, mais à condition qu'on ait formé nos traders. Parce que le marché du pétrole est un marché complexe. Alors, j'ai eu des accords avec les sociétés de négoce en Suisse pour que nous formions des cadres congolais qui deviennent des traders sur le marché. Et regardez ce que nous faisons aujourd'hui. On n'a pas de traders nationaux. Ce sont les mêmes traders étrangers qui vendent pour nous. Hein? Les Eli Khalil, les Gunvor. Mais quand ils vendent, est-ce que nous avons la maîtrise? Nous n'avons pas la maîtrise, ni du prix, ni de l'acheteur. Ils vendent pour nous, et puis on leur dit, envoyez-nous l'argent. Mais l'argent ne rentre pas. L'argent ne rentre pas non plus. J'ai été obligé de demander au gouvernement qu'on ait un accord avec la SNPC. Sous la houlette du Fonds monétaire, nous avons signé une convention qui stipule, dans le délai, de reverser au Trésor le produit de la vente du pétrole. Mais vous pouvez mener des enquêtes, malheureusement, après tant d'années, ce mécanisme n'a jamais marché. Donc il faut revoir la question pétrolière dans notre pays pour que les choses marchent normalement. Vous verrez, l'État congolais sera toujours liquide. L'État congolais sera toujours liquide. Et je déplore, on dit que la SNPC est endettée, mais comment? Vous vendez, vous reversez l'argent, vous n'avez pas de dette à voir. Vous ne empruntez pourquoi? Voilà la situation. Donc il faut... Et le pétrole, aujourd'hui, doit servir de base au développement des autres secteurs. Les infrastructures qui manquent cruellement dans notre pays. Moi, je vois souvent, on dit qu'on a inauguré telle route. Quelle route? Quelle route? On construit une route, au bout de 6 mois, elle n'existe plus. Et ce n'est pas ça la route. Les infrastructures. Vous voyez, je suis parfois gêné de voir, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, tous les chefs-lieux de district sont reliés par des routes goudronnées. Vous avez tout là-bas. Mais chez nous, un petit pays, nous serions largement, plus plus riches avec le pétrole, on aurait pu faire tout ça. L'électricité. Vous voyez, je ne sais pas si on n'est pas sur le groupe ici. L'électricité. Nous devrions normalement être le premier pays africain exportateur net d'énergie électrique. Pourquoi? Et regardez le barrage du Kouilou. Ça fait des années, depuis la colonisation, on parle de construire ce barrage-là. Mais si nous construisons ce barrage-là, nous ne pourrons pas consommer toute l'électricité qui sort de là. Mais il y a des pays voisins qui sont en manque. Nous exportons et on gagne l'argent. Prenez la Cholet.
dans la Sangha. Pareil. Et on fait l'interconnexion. Mais ce n'est pas le bricolage qu'on fait aujourd'hui. Ce programme a existé, il faut le mettre. Et ça nous permettra de gagner de l'argent à partir de notre eau. À partir de notre eau seulement. On n'a pas besoin de brûler le charbon pour produire l'électricité, comme on fait avec les centrales thermiques de points. Non, on met le gasoil, on met le gaz. Non, l'eau est propre. Et nous avons de l'argent à partir de cette électricité-là. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, vous voulez, il faut revoir l'économie congolaise de fond en comble pour redéfinir le modèle économique. Et c'est ce modèle qui sera porteur pour l'avenir. Alors, Monsieur le Président, nous allons clôturer par cette question subsidiaire. Nous apprenons aussi dans l'opinion que certains leaders politiques pensent que vous êtes caressé par le pouvoir sur la situation Umberto, qu'ils mettent sur votre actif. Que dites-vous? L'affaire Umberto a éclaté quand j'étais ministre des Finances. Et c'est moi. Il n'y en a pas deux dans ce pays. Et c'est moi qui ai sauté l'affaire Umberto. Où est-ce que j'ai appris? J'étais en conseil d'administration de la Banque d'État d'Afrique centrale à Yaoundé. Et à Yaoundé, il y a un phénomène, Jean Umberto, qui se passait. Alors, je me suis mis à m'adresser à mon collègue des finances pour dire, comment vous pouvez autoriser ce genre de truc dans un pays comme le Cameroun? J'étais en train d'attaquer quand le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Félix Mamalepo, paix à son âme, il est décédé, me regarde pour dire, mais monsieur le ministre, mais dans votre pays, il y a un phénomène comme ça qu'on est en train de nous signaler. Je dis, ah bon? Ah, je ne suis pas au courant. Il dit, oui, mais informez-vous. C'était une honte pour moi, il y avait un truc comme ça, je n'étais pas au courant. Quand je rentre ici, j'ai donc demandé au directeur national de la BAC de l'époque, M. Pacifique Issoïbeka, vous l'avez connu, il est encore vivant, vous pouvez l'appeler. Il dit, créez-moi une commission, regardez dans toutes les banques, dans tout le pays, quelle est cette histoire d'Umberto? Et la BAC, sous la houlette de son directeur national, a mené une enquête et il m'a confirmé, effectivement, il y a eu une affaire Umberto. C'était une honte pour nous. Et immédiatement, ministre des Finances, j'ai pris une décision de bloquer tous les comptes Umberto dans toutes les banques. Il n'y avait qu'une seule banque qui avait le compte Umberto. Je ne vous cite pas le nom, je ne peux pas indexer la banque. Il n'y avait qu'une seule banque qui avait le compte Umberto. Il y avait 1,5 milliard. Et j'ai demandé au ministre de la Justice de l'époque, dit, monsieur le ministre de la Justice, occupez-vous de ces messieurs-là, interpellez-le immédiatement. Au besoin, arrêtez-le. Malheureusement, ça ne s'est jamais produit. Alors, toute l'action que j'ai menée, mais Umberto est sorti de ce pays librement, libre, comme quelqu'un qui n'avait rien commis. Par contre, j'ai vu à la télévision congolaise M. Umberto en train d'injurier, d'attaquer le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale. Mais non, les Congolais n'ont pas vu ça. Quelqu'un que j'ai créé qui pouvait faire ça. Et après, on a dit qu'il fallait un procès contre M. Zon. J'ai exigé que ce procès soit public. Parce que j'allais tout déballer sur l'affaire. Alors, dès que j'ai dit, on le connaît, on a supprimé le procès, n'a plus jamais eu lieu. Alors, qui a supprimé? Posez-vous la question et vous verrez. Donc, l'Umberto, c'est moi qui ai cassé Umberto, mais les responsables existent. Dans ce pays, c'est ça. C'est une honte que les Congolais puissent écrire des choses comme ça, alors qu'ils savent que c'est complètement faux. Je suis sûr que certains savent quels sont les gens qui sont derrière Umberto. Il a détenu dans ce pays près de 25 milliards de francs CFA qui sont sortis de notre pays. Soyez-en sûrs, le Congo triomphera toujours. Quel que soit ce qu'on peut faire, mais le Congo triomphera toujours. Aujourd'hui, demain ou après-demain, le Congo triomphera toujours. Parce que la vérité continue toujours, finit toujours par exploser, alors que le faux finit toujours par disparaître. Donc nous avons confiance dans notre peuple qui n'a pas encore dit son dernier mot. Il le dira. Et le 21 mars, le peuple là dira son mot dans les urnes. Malgré tout ce qu'on est en train de manigancer, les militaires qui votent 4 jours avant, c'est constitutionnellement pas possible. Et contraire au règlement de la Commission électorale indépendante. Il y a un article 281 à l'intérieur qui interdit ça. Nous apprenons, il y a des gouvernements politiques qui distribuent les cartes d'identité. C'est quel pouvoir ces gouvernements politiques ont pour délivrer les cartes d'identité? Ça n'existe nulle part. Mais c'est très grave qui est en train de se préparer pour notre pays. Il faut l'éviter pour préserver la paix des Congolais, pour que les Congolais vivent tranquillement. Tranquillement et tranquillement. C'est un appel que je lance. Vous savez, donner une carte d'identité à quelqu'un, c'est bien.
mais vous n'avez pas le contrôle de son cœur. D'accord? Vous n'avez aucun contrôle de son cœur, parce que le jour où il met le bulletin dans l'urne, il est sous seul juge. Mais je suis sûr qu'il ne mettra pas le bulletin de celui qui lui a donné la carte d'identité. Parce que notre pays aspire au changement, et le plus profond. Il y a des sondages ici qui n'ont pas été publiés, qu'on cache. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça nous ramène à 2015. 2015, quand nous avons dit, le référendum constitutionnel, ça ne marchera pas. Vous savez, il y a eu 5% de participation. 5% de participation. Le référendum était mauvais. On ne l'a pas fait. Mais ce qui va se passer en 2021, ça risque d'être ça. Mais je n'encourage pas le pouvoir à le faire. Il faut qu'ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir des élections qui soient transparentes et que le peuple congolais choisisse seul celui qui va diriger les destinées de la nation. C'est ça qu'il faut faire. Et pour notre pays, c'est ça. Et c'est ça être patriote. Il faut respecter les Congolais dans leur nature profonde et pour mériter leur confiance.